Active pendant près de 40 ans en Allemagne de l'Est, la Stasi fut l'une des polices secrètes les plus extraordinaires de notre histoire. La Stasi, au fil des décennies, a emprisonné 200 000 personnes. Le réseau tentaculaire d'espions et d'informateurs mis en place par l'ancien État communiste s'étendit sur toute la planète jusqu'à la chute du mur de Berlin. The greatest evil is done now by quiet men with white collars and cut fingernails. Quiconque s'opposait au régime était visé jusque sur le sol britannique. C'est d'ici que le tireur a essayé de m'abattre. Aux dernières heures de la guerre froide, d'innombrables espions de la Stasi opéraient toujours au Royaume-Uni. J'aurais du mal à citer un endroit du monde qu'ils n'ont pas ciblé. Le renseignement est-allemand s'étendait sur toute la planète. Ils exerçaient leur surveillance jusqu'à l'intime. C'est sidérant. Des dossiers judiciaires récemment déclassifiés nous ont révélé l'ampleur des opérations de ce redoutable réseau d'espions. Mais alors pourquoi, 30 ans après que l'Allemagne a rendu publiques les archives de la Stasi, l'identité de nombreux informateurs britanniques supposés demeure-t-elle secrète? On laisse les gens tranquilles pour ne pas faire de vagues. C'est une façon de faire très britannique. Et c'est toxique. Comment mettre en regard l'héritage de la Stasi, auprès de laquelle le président russe Vladimir Poutine fut jadis officier de liaison, et les prémices d'une nouvelle guerre froide qui semble s'annoncer? L'Allemagne. J'y étais étudiante à la fin des années 80, avant la chute du mur de Berlin. Le Berlin de la guerre froide était à 1000 lieues de la ville cosmopolite qu'on connaît aujourd'hui. Ce terrain de jeu pour les espions accueillait en ses murs l'un des instruments les plus terrifiants de l'État est-allemand, la Stasi. Durant des décennies, l'Allemagne de l'Est communiste a vécu sous sa coupe, dans la peur, la paranoïa et la violence. J'ai décidé d'y revenir pour interroger les victimes de cette police si secrète. Je m'appelle Siegfried Wittenburg. La Stasi s'est intéressée à moi parce que je prenais des photos. Siegfried s'attachait à capturer la vie quotidienne en Allemagne de l'Est. Quand je présente une photo, je montre la réalité telle qu'elle est. Celle-ci, par exemple, porte un regard critique sur un nouveau quartier de Rostock, ma ville natale. Le plus haut responsable du Parti communiste m'a dit « Monsieur Wittenburg, ne soyez donc pas si pessimiste. Ce qu'on veut, c'est bâtir de belles villes. » Mais moi, je voyais ce que le socialisme avait de mauvais. On ne voit pas d'herbe, pas d'arbres. Mais c'était la réalité. Les autorités communistes voulaient présenter au monde une image idéalisée de l'Allemagne de l'Est. Mais les photos de Siegfried montraient la réalité telle qu'on la vivait au quotidien. Il y avait un ferry qui partait 4 fois par jour pour le Danemark et en revenait. Sur la plage, je me demandais, qu'est-ce qui se passerait si je prenais ce bateau? Mais partir pour l'Ouest, s'enfuir, c'était trop dangereux. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est partagée en deux. D'un côté, la République fédérale d'Allemagne, alliée à l'Europe et aux États-Unis. De l'autre, la République démocratique allemande, fermement ancrée dans la sphère d'influence de la Russie soviétique. More than 12,000 people have defied East German guards in their bid for freedom. More than 50 have been shot and many more captured. En 1961, pour mettre un terme aux défections vers l'Ouest, les autorités communistes construisent le mur de Berlin. Ce mur devient le symbole le plus visible de la guerre froide, une frontière entre deux modes de vie que tout oppose. Ces deux policiers marchaient devant moi et j'ai eu envie de les photographier. C'est ce que j'ai fait, mais à ce moment-là, celui-là s'est retourné
et il m'a demandé mon passeport. Et ensuite, il m'a désigné à la Stasi. Il leur a dit, « Vous devriez vous intéresser à ce que fait M. Wittenburg. » Siegfried, comme bien d'autres, fera désormais l'objet d'une surveillance. Je m'appelle Wolfgang Welsch. Et pour l'État est-allemand, j'étais l'ennemi public numéro 1. Wolfgang est arrêté pour la première fois alors qu'il tente de fuir l'Ouest. Il deviendra un passeur particulièrement actif et aidera des centaines de personnes à fuir l'État communiste. C'est ici qu'il sera incarcéré, dans la tristement célèbre prison de Hohenschönhausen, à Berlin. Quel type de gens pouvaient bien travailler ici? Comment étaient-ils? Ils nous traitaient comme de la vermine, des cafards, aucune considération. Oui, On ne valait rien, comme de la poussière, déshumanisés. totalement. Ils éliminaient tout ce qu'il y avait d'humain en vous. Exactement, ils l'éliminaient au sens le plus littéral. Wolfgang affronte les passages à tabac, les séjours en isolement, la torture psychique. C'était en pleine nuit, j'étais étendu sur le banc et la porte s'est ouverte. Des agents en uniforme sont entrés. Ils m'ont bandé les yeux. On a ouvert une porte, j'ai senti l'air frais et on est sorti. Et puis, quelqu'un m'a poussé jusqu'à me plaquer contre le mur. Et alors, j'ai entendu quelqu'un me dire « La Cour suprême de la RDA t'a condamné à mort. L'exécution est immédiate. » J'ai senti une vague de terreur monter dans mon corps. J'étais paralysé. J'ai pensé « C'est impossible, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et puis, les yeux toujours bandés, j'ai entendu le bruit des culasses. Et un homme a crié feu. Mais je ne suis pas mort. Ils avaient tiré à blanc. C'était une fausse exécution. Une tactique des ravisseurs de Wolfgang pour le briser. Le traumatisme était tel que j'ai été incapable d'en parler pendant 20 ans. La Stasi distille la terreur jusqu'au cœur de la société, au moyen d'un gigantesque réseau d'informateurs. Je m'appelle Katia Hoyer, je suis née en RDA et je suis historienne. Au fait de sa puissance, plus de 250 000 personnes travaillent pour la Stasi, qu'il s'agisse d'employés officiels ou d'informateurs et espions chargés de surveiller leurs proches ou leurs familles. Si on compte les informateurs officieux, c'est-à-dire les gens ordinaires qui renseignaient la Stasi, on arrive à une personne pour 70. C'est l'équivalent d'un immeuble qui était surveillé par chaque personne au profit de la Stasi. Expliquez-moi comment ces informateurs travaillaient, comment on les recrutait. La Stasi utilisait la menace ou la contrainte, ou parfois les pots de vin. Elle vous offrait une promotion, ou au contraire, elle vous rétrogradait. Il pouvait s'agir de votre mari, votre femme, votre voisin, votre collègue. Mais la Stasi opère bien au-delà de la seule Allemagne de l'Est. Elle dispose à l'étranger de l'un des réseaux d'espions les plus sophistiqués de cette époque de guerre froide. Ces agents avaient pour mission d'infiltrer l'Europe de l'Ouest, y compris la Grande-Bretagne et même au-delà. Et tous étaient aux ordres d'un maître espion légendaire, le mystérieux Markus Wolf. On l'appelait l'homme sans visage. Je m'appelle Anne McElvoy. J'ai étudié en Allemagne de l'Est à la fin des années 80. Markus Wolf était l'incarnation du renseignement extérieur est-allemand.
Il est resté dans l'ombre pendant plus de 20 ans, jusqu'à l'apparition d'une première photo de lui. C'était donc un homme de mystère, mais avec le temps, il s'est pris d'un certain goût pour le glamour qui entourait son travail. Anne travaille à Berlin comme correspondante du Times en Allemagne de l'Est. Après la chute du mur, elle se rapproche de Markus Wolf, jusqu'à l'aider à écrire ses mémoires. Le service des renseignements extérieurs est-allemand était en quelque sorte le joyau de la couronne. Il était extrêmement prestigieux de travailler pour lui à l'étranger, et le recrutement se faisait en conséquence. Es ist uns eine ganz besondere, große Freude, den sowjetischen Kundschafter, Genossen Kim Philby, begrüßen zu können. Ces images d'archives nous offrent un éclairage fascinant sur la formation de l'élite de la Stasi. On voit ici que Markus Wolf avait invité Kim Philby en personne, le célèbre agent double britannique qui espionnait pour le KGB. Advice to you is to tell all your agents that they're never to confess. If they're confronted with a photograph of themselves with a Soviet contact or a German contact, it's a fake. But deny that essential link with any foreign intelligence service. Il y a une raison au fait que Markus Wolf ait voulu que Kim Philby parle aux recrues, qui étaient amenés à gravir les échelons du renseignement extérieur. Il fallait les inspirer, les stimuler, leur donner le sentiment d'une cause qui les transcendait. Si l'Allemagne de l'Est, avec ses 16 millions d'habitants, est un confetti au regard de l'immense puissance de l'Union soviétique, l'influence de la Stasi s'étend quant à elle à toute la planète. Ils étaient à Cuba, où ils formaient leur service de renseignement. Ils étaient en Afrique, où il était évident que la guerre froide pouvait se jouer par procuration dans tous ces pays en développement. J'aurais du mal à citer un endroit du monde qu'ils n'ont pas ciblé. L'Union soviétique faisait feu de tout bois, mais elle n'arrivait pas à forcer toutes les portes. Et la Stasi prenait le relais, un peu comme un voyagiste du renseignement qui pouvait aller partout. C'est un fait avéré. La RDA comme la Stasi étaient des satellites du KGB. Le KGB était très actif au Royaume-Uni. Quand des gens faisaient des rapports dans les ambassades, en réalité, c'est au KGB qu'ils s'adressaient. Ils aidaient activement des agents dont la mission était d'affaiblir le Royaume-Uni pour le compte de dictatures brutales et meurtrières. Les deux services travaillent main dans la main. La Stasi transmet les renseignements que lui fournit son réseau aux agents du KGB en poste en Allemagne de l'Est. Tous les agents du KGB en poste en RDA avaient une carte d'identité de la Stasi. L'exemple le plus célèbre est celui de Vladimir Poutine, qui travaillait comme agent du KGB en Allemagne de l'Est et qui avait sa carte de la Stasi. Vladimir Poutine s'installe en Allemagne de l'Est au milieu des années 80. Mais le 9 novembre 1989, celui qui dirigera un jour la Russie est cantonné au rôle de spectateur, tandis que s'effondre le mur de Berlin et que son monde est bouleversé à tout jamais. Where men and women had once shed blood to try to reach the West, these East Germans filed into the pedestrian crossing point and across the East-West divide. À Rostock, dans le nord du pays, Siegfried immortalise la foule qui se presse devant le bâtiment de la Stasi. Des membres de la Stasi se sont mêlés aux manifestants. Ils les incitaient à commettre des violences. Aux portes de l'immeuble de la Stasi, les gens criaient « Dehors !» Mais les agents avaient peur de sortir. Il y a eu quelques heures d'incertitude. Et la Stasi en a profité pour détruire tous les documents qu'elle pouvait. Les déchiqueteuses tournaient à plein régime. Des agents y allaient au ciseau quand il y avait des bourrages. On brûlait tout dans des incinérateurs. À la faveur du chaos,
des documents secrets identifiant des espions et des informateurs de la Stasi, les fichiers Rosenholz, finissent entre les mains de la CIA. Au terme de plusieurs années de négociations, le gouvernement américain remet à ses alliés, y compris le Royaume-Uni, certains dossiers concernant leurs citoyens. La question des archives de la Stasi était très sensible, car ces documents risquaient de révéler l'ampleur des opérations d'espionnage menées en Occident, ainsi que le nom de personnes impliquées. Ce n'est qu'en 1999 que l'on apprend que ces archives ont été confiées au Royaume-Uni. Aussitôt se multiplient les appels à identifier les informateurs de la Stasi en Grande-Bretagne. Jack Straw, alors secrétaire d'État à l'Intérieur, confirme que ces documents sont à l'étude. Is the Home Secretary assuring this House that this material already has been examined, and if it has not been examined, when will it be examined? The records have revealed many leads involving the investigation of over 100 individuals. Quand le gouvernement a annoncé qu'il enquêtait sur plus de 100 individus, on a pu mesurer l'ampleur des activités de la Stasi en Grande-Bretagne. Mais plus de 20 ans ont passé depuis, et l'opacité demeure presque totale quant à l'identité des individus en question. Et pas un seul n'a été poursuivi. Je ne pense pas que ces noms aient été tenus secrets par crainte de possibles scandales. Et j'y vois plus une sorte d'usage par défaut, qui est caractéristique du renseignement britannique, selon lequel, si vous avez un secret que vous n'êtes pas obligé de révéler, il est probablement plus utile de le garder pour vous. Et je pense qu'ils n'ont jamais été très enclins à rendre ces informations publiques. Qui sont donc ces Britanniques qui espionnaient au profit de la Stasi? Et comment étaient-ils recrutés? Pendant près de 30 ans, le mur de Berlin a partagé la ville en deux. J'étais étudiante en Allemagne de l'Ouest en 1987, à une époque où personne n'imaginait que ce mur tomberait un jour. Aujourd'hui, on le traverse sans même y penser. Mais il y a 35 ans, tout individu qui tentait de passer de l'Est à l'Ouest risquait d'y laisser la vie. On estime qu'environ 400 personnes ont été tuées en traversant le célèbre couloir de la mort et que des milliers d'autres ont été arrêtées pour l'avoir envisagé. Et elles finissaient souvent emprisonnées et souvent torturées. Et ici, à tout moment, surveillant, attendant, prêt à jaillir, il y avait la Stasi. Mais alors que les Est-Allemands risquent leur vie pour fuir leur pays, les jeunes Britanniques s'y installent pour y faire leurs études. Je m'appelle Graham Watson. Je partageais ma chambre avec un informateur britannique de la Stasi. On m'avait offert la possibilité d'étudier 6 mois à Leipzig et j'avais accepté. On nous avait alertés sur l'éventualité que la Stasi nous sollicite. C'était un risque qu'on acceptait. C'était un monde différent, un monde gris, terne. Très différent du nôtre. Lugubre. Lugubre, exactement. Ces programmes d'études à l'étranger sont pour la Stasi l'occasion de recruter de jeunes Britanniques idéalistes. J'étudiais l'allemand à Oxford et je m'intéressais beaucoup à l'autre Allemagne, cette Allemagne dont on nous parlait si peu. Je voulais la voir de mes propres yeux. Étudiante à Berlin-Est, Anne est approchée par un homme qui prétend travailler pour une grande agence de presse est-allemande. Il souhaite la recruter en tant qu'informatrice. Il me dit « Vous pouvez aider ce pays de bien des façons. Et en échange de vos services, on peut vous offrir un grand appartement. » Pour moi, c'était évident. C'était la Stasi qui me recrutait. Anne n'est pas intéressée et elle décline la proposition. Mais à l'époque, d'autres étudiants se sentent en phase avec la politique est-allemande. Si vous faites le choix, en pleine guerre froide, d'aller étudier à l'université Karl Marx, de l'autre côté du rideau de fer,
On peut légitimement faire l'hypothèse que vous êtes réceptif aux idées socialistes. L'objectif était de développer un réseau d'espionnage en Grande-Bretagne et ailleurs pour garantir une source durable d'informations. Parmi les gens, les étudiants que je côtoyais à l'époque, certains ont probablement atterri dans diverses organisations internationales. Moi-même, j'ai fait carrière dans les institutions de l'Union européenne. D'autres sont partis travailler à l'OTAN, à l'Union de l'Europe occidentale et ainsi de suite. Et ces profils les intéressaient. Un officier de la Stasi a affirmé qu'un étudiant étranger sur 10 était recruté. Ça vous semble réaliste ? Si j'ai bonne mémoire, il y avait une dizaine d'étudiants britanniques à Leipzig, à l'époque où j'y étais. Et on sait aujourd'hui que l'un d'entre eux était un informateur. Donc oui, le compte est bon. In this office in East Berlin and at 14 other cities across the country, the files of the Stasi are being made available for the first time. Malgré les efforts de la Stasi pour détruire ces archives, plus de 110 km linéaires de documents sont demeurés intacts. Il y a 30 ans, en 1992, l'Allemagne a rendu ces documents publics, invitant tout citoyen qui le souhaitait à consulter son dossier. Risking friendships and even marriages, 3,000 people applied to see their own personal records within the first 24 hours of opening. La mise à disposition des dossiers a été un traumatisme. C'était comme un miroir tendu aux habitants de l'Allemagne de l'Est pour leur montrer l'ampleur du phénomène. Beaucoup parmi eux avaient vécu dans le déni, en se persuadant que ça ne concernait que les dissidents, les agitateurs, ou les voyous comme on les considérait. Mais en réalité, l'ensemble de la société était concernée. C'est donc ici que reposent ces secrets, ces mensonges, accompagnés du nom de tous ces gens qui, à d'innombrables reprises, ont trahi leur famille, leurs amis, leur moitié, leurs collègues ou leurs camarades. Ces archives de la Stasi comportent des millions de dossiers, dont certains concernent des informateurs britanniques. Pour être franche, je me suis sentie flattée en consultant le premier volet de mon dossier. C'était sûrement un casse-tête pour eux. Ils ne savaient pas comment analyser les raisons qui m'avaient amenée à Berlin. Ça n'avait rien d'idéologique, c'était simplement de la curiosité. La Stasi se donnait le surnom de glaive et bouclier du parti. Et s'il est un lieu qui symbolise la dimension industrielle de leur puissance et de leur fanatisme, c'est celui-ci. Le quartier général de Berlin était l'un des nombreux bâtiments qui, à eux tous, recouvraient l'Allemagne et le monde d'une ombre mauvaise. Le siège est devenu un musée, pour que jamais les horreurs de la Stasi ne soient oubliées. C'est ici que je rencontre Félix Müller, petit-fils d'un officier de la Stasi et guide du musée. Si je vous dis appareil photo d'espion, vous pensez sûrement à ça. C'est ce qu'on voit souvent au cinéma. Bienvenue chez James Bond. Cette chaîne permettait de mesurer la distance avec l'objet, comme un document par exemple, que vous vouliez photographier là où vous travaillez. Disons dans un bureau du gouvernement en Allemagne de l'Ouest. Ce genre d'équipement aurait pu servir au Royaume-Uni? C'est très possible. À peu près tout le monde en avait un. C'est l'archétype de l'appareil photo d'espion. La Stasi a contribué à façonner l'espionnage moderne, les technologies de surveillance et les méthodes de manipulation de l'information. Le renseignement est-allemand décrivait l'espionnage comme une grande bataille sur le front invisible. La guerre des idées. Où est la vérité? Qui pouvez-vous croire? Tous ces concepts me semblent très parlants dans le cadre des crises actuelles. Pensez à Vladimir Poutine au Kremlin, à la guerre en Ukraine. Ce qu'on croit et ce qu'on ne croit pas, voilà ce qui dirige le monde. Et dans ce grand affrontement, les dossiers de la Stasi étaient des munitions.
Les microfilms qui ont échappé à la destruction nous renseignent quant aux informations que la police secrète recueillait. Les dossiers les plus secrets, les fameux fichiers Rosenholz, sont conservés à l'ancien siège de la Stasi. C'est donc ça? Oui. Un étui pour les Rosenholz. Oui, c'est là-dedans qu'ils conservaient les microfilms. C'est un fantôme du passé. Oui. Celui-là contenait une copie destinée à être envoyée au KGB. Mais la CIA est parvenue à l'acheter à un agent du KGB. Et c'est grâce à ça que vous pouvez le voir aujourd'hui. Les fichiers Rosenholz recensaient les espions de la Stasi en poste à l'étranger sous leur nom de code et sous leur identité réelle. Mais contrairement aux États-Unis et à l'Allemagne, la Grande-Bretagne n'a jamais jugé ceux qui l'avaient espionné. Je m'appelle Annie Machon. J'étais agent de renseignement au MI5. Bonjour. La divulgation des dossiers de la Stasi et les initiatives de conciliation en Allemagne de l'Est ont été des grands pas en avant. Et même la CIA, qui aime avoir ses petits secrets, a voulu être transparente quant aux Américains qui renseignaient la Stasi. Mais au Royaume-Uni, non. Ici, c'est pas de commentaires. On laisse les gens tranquilles, on met la poussière sous le tapis pour ne pas faire de vagues, surtout s'il s'agit de personnes en vue. C'est une façon de faire très britannique. Durant les années 80, alors que la guerre froide fait rage, le renseignement britannique s'efforce de démanteler les réseaux de la Stasi présents en Grande-Bretagne. In the autumn of 1984, Reinhardt and Sonja Schulze moved here to a rented house in Way Avenue, Cranford, right next to Heathrow Airport. Les agents de la Stasi qui opéraient ici avaient d'excellentes couvertures. Ils vivaient parmi nous, dans nos banlieues, tout en étant en contact permanent avec leurs responsables à Berlin-Est. Je m'appelle Simon Cranfield Thompson. J'étais enquêteur au renseignement intérieur dans les années 80. J'ai notamment enquêté sur des espions est-allemands. The neighbors weren't really very interested in the kitchen designer and the translator. La communauté du renseignement me disait « Voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on craint, ce qu'on soupçonne. Maintenant, il nous faut une vraie enquête. On les aurait croisés dans la rue, on ne les aurait même pas remarqués. » En août 1985, des agents du renseignement intérieur arrêtent un couple, Reinhardt et Sonja Schulze, sous surveillance depuis plusieurs semaines. It's under the main flight path to Heathrow, a house where police inquiries in London have been concentrating. The Schultzes lived here for several months until their arrest last Friday by the Special Branch. Ils sont tous deux interrogés dans les locaux sécurisés du poste de Paddington Green. Simon Cranfield Thompson est l'un des enquêteurs présents. J'étais responsable du mari. On les avait séparés. Tout se faisait dans le calme, sans violence. C'était même courtois. Il ne faut pas imaginer un homme menotté et enfermé à l'arrière d'une camionnette. Des documents judiciaires récemment déclassifiés révèlent certains éléments de l'enquête. I remind you again, you're under caution. Do you understand? Yes. Have you got any specific requests or complaints? I would like to know the charge. As I told you before, we are investigating offenses under the Official Secrets Act committed by you and your wife. Ils semblent à leur aise et pas particulièrement perturbés par leur arrestation et leur séparation. Pas plus que par ces longs interrogatoires. I will not answer any further questions concerning my name or concerning the objects under investigation. I demand that the embassy of the German Democratic Republic in London be informed of my location immediately. My real name is Reinhard Schulze. A police search unit spent a month going over the house. They even dug the garden. Eventually, they found what they were looking for. Des faux noms, une fausse vie et toutes sortes d'équipements caractéristiques du milieu des espions, que ce soit pour communiquer ou pour s'enfuir. S'ils se sentaient sur le point de se faire coincer, ils pouvaient disparaître rapidement. Because of the inquiries we have made in this country and in other countries,
We have strong reasons to suspect that you and your husband have been sent here by the authorities in East Germany to engage in acts of espionage. Do you deny that? No comment. Hidden inside an air freshener in the garden shed, they found a one-time pad, an unbreakable code system which uses random groups of numbers to replace words. Inside the house was a tape cassette with a hidden recording in Morse and a sophisticated radio. Does your husband know you recorded this message? I need some time to think about it. Les enquêteurs patientent. Sonia Schulze réfléchit près de 15 minutes avant de répondre. Does your husband know you recorded this message? No, he doesn't. Ils avaient bien répété, c'était une vraie discipline. Ils vivaient leur fausse vie avec une grande conviction. L'enquête révélera que les Schulze sont des agents du service extérieur de la Stasi, sous la supervision de Markus Wolf. Markus Wolf a eu une réponse intéressante quand je l'ai interrogé sur les Schulze. Il m'a dit que le renseignement extérieur misait sur les couples, estimant que les agents travaillaient mieux, qu'ils se soutenaient, surtout quand il s'agissait d'agents dormants. Ils n'avaient pas de lien avec les ambassades, ils vivaient leur vie au sein de la société, dans l'anonymat total. Reinhard et Sonia Schulze sont condamnés chacun à 10 ans d'emprisonnement pour avoir enfreint la loi sur le secret d'État. On ne saura jamais quel genre d'informations ils envoyaient à leur superviseur. Mais la Stasi ne se contente pas d'espionner la Grande-Bretagne. Certains de ses agents sont missionnés pour commettre des meurtres. Pendant plus de 40 ans, la police secrète est-allemande s'est reposée sur la peur, la violence et la surveillance pour maintenir la population sous son emprise. Dans le roman 1984 de George Orwell, les enfants sont incités à dénoncer les crimes de pensée de leurs parents. La Stasi avait une liberté d'action comparable en Allemagne de l'Est. Le fait que votre appartement puisse être truffé de micros, depuis le téléphone jusqu'aux parties extérieures, c'était terrifiant. La Stasi n'a alors qu'un objectif, assurer la mainmise du régime communiste sur la RDA à n'importe quel prix. Je m'appelle Bernd Roth, coupable de fidélité à la Stasi depuis ma plus tendre enfance. Bernd Roth a servi plus de 20 ans dans la Stasi, dont il est sorti avec le grade de commandant. Que les choses soient bien claires. Je ne suis pas là pour jouer les caricatures. Je suis entré en contact avec eux à l'âge de 16 ans. Et je suis devenu informateur. Dans ma classe, 2 élèves pouvaient être choisis pour aller étudier aux États-Unis. Et j'ai été l'un d'eux, avec un ami. On m'avait dit qu'il avait des contacts à l'Ouest et pas mal d'argent. Et j'ai fini par le trahir. Un citoyen est-allemand sur 3 était dénoncé à la Stasi par ses agents et ses informateurs. Lorsque ces dossiers ont été rendus publics, l'Allemagne de l'Est a dû faire face à son passé. Cette trahison m'a hanté pendant des années. Et puis, il y a 10 ans, je l'ai retrouvé à une réunion d'anciens élèves. Je lui ai dit, « Si tu as lu ton dossier de la Stasi, tu as dû voir que je t'ai dénoncé. » Il m'a répondu, « Non. Je n'ai rien vu de particulier. » Mon dossier commence en 1976. La Stasi avait simplement voulu me tester pour voir de quoi j'étais capable. Bernd parviendra plus tard à retourner à son profit un agent ouest-allemand et à révéler l'activité d'un espion de la CIA. À la même époque, le service des renseignements extérieurs de la Stasi se voit incité à multiplier ses activités à l'étranger.
En 1973, l'Allemagne de l'Est est reconnue comme État légitime par l'ONU et la Grande-Bretagne, où elle ouvre une ambassade. La Stasi animait son réseau de renseignement à l'étranger aux yeux de tous depuis ce bâtiment, l'ancienne ambassade d'Allemagne de l'Est, en plein cœur de Londres. C'était un nid d'espions, tous enregistrés comme diplomates. Leur mission était claire, infiltrer l'élite occidentale et mettre en place un réseau d'informateurs en Grande-Bretagne. Quelques années plus tôt, 105 agents russes ont été expulsés du Royaume-Uni, ce qui amène les soviétiques à solliciter l'aide de la RDA. À l'époque, le KGB a répondu « C'est compris, on s'en va, aucun problème ». Et ils ont envoyé des agents est-allemands à la place. Ils ont sous-traité le boulot au renseignement extérieur de la RDA. Exactement. Ils se sont répartis les tâches, si on veut. La Stasi semble alors invincible. Et contre quiconque serait tenté de lui résister, elle dispose de nombreux outils, y compris le meurtre. Les gens qui fuyaient l'Allemagne de l'Est et qui s'engageaient contre elle à l'Ouest étaient considérés comme des traîtres. Il y a eu de nombreux cas de tentatives de meurtre à l'étranger. Wolfgang Welsch peut en témoigner. Détenu pendant près de 7 ans dans l'une des prisons les plus dures d'Allemagne de l'Est, il en est libéré en 1971 grâce à une campagne d'Amnesty International en Grande-Bretagne. Il décide alors de s'installer en Allemagne de l'Ouest. Qu'est-ce que vous ressentiez, enfermé ici, en sachant que des gens se démenaient en Angleterre pour vous aider à sortir? J'avais l'impression que quelqu'un veillait sur moi. Et ce quelqu'un, c'était Amnesty. C'est une chose que je n'oublierai jamais. Je serai éternellement reconnaissant à ces gens. Ils ont été comme une lumière dans l'obscurité. Wolfgang a aidé plus de 200 personnes à fuir l'Allemagne de l'Est, avant que le régime communiste ne le désigne ennemi numéro 1. Jusqu'à ce jour de 1980, où la Stasi se rappelle à lui dans les environs de Londres, ici, sur l'autoroute A2. Il est alors en Grande-Bretagne pour s'acheter des meubles avec son ami Peter Hack. On était en train de rouler en direction de Londres. Et à un moment, mon ami Peter m'a dit « Tu ferais bien de ralentir, la police fait des contrôles sur cette portion d'autoroute. » Wolfgang ralentit et par un heureux hasard, se penche pour prendre sa pipe. C'est là que j'ai entendu un coup de feu. Je me suis relevé, ma pipe à la main, et j'ai vu un trou dans le pare-brise qui s'est mis à s'agrandir, comme une toile d'araignée. Un tireur vient de viser la camionnette pour abattre Wolfgang. Aujourd'hui encore, je n'arrive pas à le croire. Si je ne m'étais pas baissé pour prendre ma pipe, je serais mort. On entend souvent dire que le renseignement extérieur était moins impliqué dans le sordide que la Stasi. Mais ils n'hésitaient pas à pourchasser des gens en Allemagne de l'Ouest ou dans d'autres pays. Des agents de la Stasi les traquaient, dans l'objectif de les assassiner. Wolfgang passe la nuit dans l'appartement de Peter, à Londres. Son ami rejette l'idée d'une tentative de meurtre. Pour lui, il s'agit d'un caillou projeté par un autre véhicule ou d'un tir accidentel à la carabine à air comprimé. Et je me retrouvais là, à Bassett Road, à Notting Hill, un peu perdu. On ne voulait pas croire à une attaque. Wolfgang n'apprendra la vérité que des années plus tard, en consultant son dossier. Son ami, Peter Hack, était l'un des rouages d'un projet d'assassinat de la Stasi.
Qu'est-ce que vous avez éprouvé en comprenant que Peter Hack n'était pas celui qu'il disait être, qu'il n'était pas votre ami? Ça a été un choc violent. Je le revois avec son regard d'acier à côté de moi, en route vers Londres. Il savait qu'on allait me tirer dessus. Ça allait au-delà du sang-froid. C'était la détermination d'un bourreau qui m'emmenait sur l'échafaud. Wolfgang raconte que son ancien ami tentera à 2 autres reprises de l'éliminer. En 1994, Hack est condamné en Allemagne à une peine de 6 ans et demi d'emprisonnement pour tentative de meurtre. Mais derrière ses projets d'assassinat, on retrouve le dirigeant du service des renseignements extérieurs de la Stasi, Markus Wolf. C'est Markus Wolf qui a orchestré ces tentatives de m'assassiner à l'étranger. Il mentait sans cesse. Il disait, sûrement pas, nos activités, ce sont pas la répression politique. Ce n'est pas notre affaire. Je suis innocent de tout cela, nous n'avons pas de sang sur les mains. Jusque dans les années 80, beaucoup fuyaient l'oppression et la violence de l'Est communiste et trouvaient refuge à Berlin-Ouest. Vladimir Poutine, qui a travaillé pour le KGB et pour la Stasi, n'a jamais ouvertement regretté la chute du mur de Berlin, mais voit une tragédie dans l'effondrement de l'Union soviétique. En décidant d'envahir l'Ukraine en 2022, il a déclenché une nouvelle guerre froide contre l'OTAN et l'Occident. Quand le mur est tombé, des milliers de personnes ont été libérées de l'instrument de torture le plus brutal jamais conçu par les humains. Je parle de la Stasi et je parle du KGB. Malheureusement, le KGB poursuit son œuvre sous un autre nom. Aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens qui fuient la violence de Poutine et qui trouvent refuge à Berlin. La réalité, c'est qu'en plus de menacer à peu près tous ses voisins, Poutine a maintenant envahi un pays indépendant pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est une décision insensée. Hélas, je n'y vois pas le signe d'une guerre froide, mais d'une véritable guerre. Ce n'est pas une histoire du passé. Elle est totalement actuelle. C'est l'affrontement des idéologies, des conceptions du monde. Quelle vérité domine? Selon les intérêts de qui? Tout est remis en cause aujourd'hui. C'est pourquoi cette histoire demeure aussi puissante. La Stasi excellait dans le contrôle de la vérité et la propagation du mensonge. La transparence publique était sa plus grande peur. La volonté de l'Allemagne de révéler le passé secret de la Stasi nous a tous aidés à mieux comprendre ces terribles années de guerre froide. The records have revealed many leads involving the investigation of over 100 individuals. Près de 20 ans après avoir obtenu l'identité des citoyens britanniques qui ont jadis agi comme espions ou informateurs pour la Stasi, le gouvernement maintient le secret. À la question « Pourquoi ?», le département de l'Intérieur nous a répondu que le gouvernement ne commentait jamais les questions liées au renseignement. Graham Watson, le politicien et ancien étudiant en Allemagne de l'Est, a découvert dans son propre dossier de la Stasi qu'un camarade britannique de l'époque avait espié son grand groupe d'étudiants. J'étais à Berlin pour consulter les dossiers qui avaient été rendus accessibles au public. Ma première réaction a été la surprise. On y voyait un certain nombre d'informations. Avec qui on traînait, avec qui on flirtait, avec qui on buvait des verres, et parfois même de quoi on parlait quand il était présent. Nous avons retrouvé l'homme que Graham Watson soupçonne d'avoir été recruté dans les années 80. Malgré nos demandes, il a refusé d'apparaître dans ce film. Il nie avoir été un informateur de la Stasi, mais son nom et son nom de code apparaissent dans les dossiers. Il n'a jamais été mis en accusation ni sanctionné. Tant que les pièces britanniques manqueront dans le grand puzzle de la Stasi, ce chapitre de l'histoire ne sera jamais totalement refermé. L'ouverture des archives de la Stasi il y a 30 ans a profondément bouleversé l'Allemagne, mais elle a également contribué à la reconstruction d'une nation déchirée. It was very important for me
C'était très important pour moi que les archives de la Stasi deviennent accessibles. Ça m'a permis de savoir qui étaient mes amis, ce qui est essentiel et ce qui ne l'était pas. Pour certains, nous ne devrions jamais oublier ce qui s'est produit en Allemagne de l'Est. Encore aujourd'hui, on ressent cette tentation qu'ont les États de contrôler leur population. Ça n'annonce jamais rien de bon. Très vite, on en vient à contrôler chaque individu, surtout quand ça se produit dans une société avancée. Après la Seconde Guerre mondiale, on avait le modèle de la Gestapo et tous les crimes commis par les nazis. C'est comme ça qu'on aboutit à un système encore plus efficace que le précédent, comme en RDA. C'est une pente glissante, il faut bien garder en mémoire.